Salut, heureux de vous retrouver. Ce que je vous suggère pour les 5 dernières semaines, c'est qu'on utilise ma page web qui se trouve à l'adresse jcournoyer.profweb.ca. En commençant avec le cours 6, qui porte sur les propriétés des étoiles. En fait, cours 6, 7, 8 vont porter là-dessus. L'étoile, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fondamental en astronomie. Je me plais à dire que l'étoile est à l'astronomie, ce que l'atome est à la chimie. Les planètes tournent autour des étoiles, les étoiles forment les galaxies, les étoiles, c'est à l'intérieur d'elles que les atomes qu'on retrouve dans les systèmes planétaires sont fabriqués. Donc, les atomes de votre corps ont été construits dans une étoile il y a très longtemps, à part l'hydrogène. Comment on sait ça? Comment on sait ce genre de choses-là? C'est en analysant la lumière venant des étoiles. Alors, il y a plein de propriétés qu'on peut déduire juste par l'analyse de la lumière. Alors, les principales sont écrites ici. Nous, aujourd'hui, on va déterminer, on va s'intéresser à la façon de déterminer la distance à une étoile. On va voir qu'il y a deux façons principales. On va aussi parler de la luminosité des étoiles. On veut vraiment comparer deux étoiles en termes de laquelle émet le plus de lumière. Donc, pas laquelle des deux étoiles est la plus brillante vue de la Terre. Donc, laquelle des deux émet le plus de lumière, ce qu'on va appeler la luminosité. Dans le cours numéro 7, il y a trois propriétés qu'on va étudier. Donc, la température. On va voir qu'il y a un lien entre la couleur d'une étoile et sa température. On va voir qu'il y a différentes grosseurs d'étoiles. Il y a des étoiles normales comme le Soleil, mais il y a des étoiles naines, des étoiles géantes. On va voir aussi comment faire pour trouver la masse d'une étoile. On va voir qu'on peut le faire uniquement quand l'étoile a un compagnon, soit que c'est une étoile binaire, il y en a une autre qui tourne autour, ou qu'il y a des planètes qui tournent autour, ce qui est plus difficile à voir. Et la masse, pourquoi est-ce qu'on veut la connaître? Parce que la masse, qui est la quantité de matière que contient l'étoile, c'est la propriété qui détermine l'évolution de l'étoile. Les étoiles massives vivent moins longtemps et explosent en supernova, donc explosion très violente, alors que les étoiles moins massives, comme le Soleil, finissent leur vie beaucoup plus doucement et prennent plus de temps avant d'écouler tout leur carburant qu'elles ont brûlé. Dans le cours numéro 8, on va parler de la technique qui s'appelle la spectroscopie, qui nous permet de déterminer finalement qu'est-ce qu'il y a dans l'étoile, donc la composition de l'étoile. J'en mentionne une dernière, la vitesse. La vitesse d'une étoile qu'on peut aussi déduire par spectroscopie. Ben ça va être assez utile. On va en parler en fait dans le cours numéro 9 qui porte sur la recherche de vie extraterrestre. Parce que s'il y a une planète, une exoplanète qui tourne autour d'une étoile, ben ce que l'exoplanète va faire, c'est tirer sur l'étoile. Et l'étoile va donc se déplacer parfois vers nous, parfois en direction opposée à nous. Et si on mesure cette vitesse-là, si on est capable de mesurer cette vitesse-là, qui est infime, on parle de quelques mètres par seconde seulement de vitesse, ça nous permet de trouver la masse de la planète qui tire sur l'étoile. Et si on connaît la taille de l'exoplanète, si on connaît aussi la masse, on peut déduire si c'est une planète qui est rocheuse ou gazeuse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des planètes rocheuses parce qu'on pense que c'est là-dessus que la vie a le plus de facilité à apparaître. Puis plus tard, ben, on va pouvoir se servir des vitesses des étoiles dans les galaxies pour déduire que l'univers est en expansion. Donc, c'est extrêmement important, cette détermination-là de vitesse. Alors, si on commence avec la distance, donc on va commencer avec la distance d'une étoile par la méthode, la première, la parallaxe. La parallaxe, c'est un phénomène dont on a déjà parlé quand on a introduit le modèle héliocentrique de Copernic. On avait dit, si la Terre tourne autour du Soleil, ce qui devrait arriver, c'est que si on observe une étoile qui est proche, on devrait la voir se déplacer par rapport à une étoile qui est lointaine. Ce qu'on utilisait pour comprendre le phénomène, c'était notre index qu'on plaçait devant nos yeux. On fermait un œil, on fermait l'autre, et on voyait l'index se déplacer par rapport à ce qui est derrière. Donc ça, c'est une prédiction qu'on fait à partir du modèle de Copernic. Et Galilée a tout fait en son possible pour être capable de mesurer la parallaxe d'étoiles. N'a jamais été capable
parce que les étoiles sont trop lointaines. Donc, la parallaxe, c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer. C'est Bessel, le premier, qui a réussi à le faire en 1838. Galilée n'avait juste pas le télescope pour le faire. Alors, avant de discuter de la méthode comme telle, juste indiquer que la distance, l'unité qu'on va utiliser pour la mesurer, ce ne sera pas les mètres, les kilomètres et même pas les unités astronomiques parce que les distances sont trop grandes. Donc, la distance, l'unité de prédilection pour la distance quand on parle des étoiles, c'est l'année-lumière. Une année-lumière, c'est vraiment une unité de distance, ce n'est pas une unité de temps. Le nom dit ce que c'est. C'est la distance parcourue par la lumière pendant un an. La lumière va très vite, 300 000 km par seconde. Multipliez ça par le nombre de secondes qu'il y a dans une année, il y en a pas mal, ça vous donne une distance considérable. On parle de 9 467 milliards de kilomètres. Pour vous donner une idée, l'étoile la plus proche après le Soleil, c'est Proxima du Centaure. Elle est à 4,3 années-lumière de nous. Donc, 4,3 multiplié par 9 467 milliards de kilomètres, c'est une bonne distance. Le Soleil, lui, est pas mal plus proche. Le Soleil est à 8 minutes-lumière de nous. Donc, la lumière du Soleil prend 8 minutes à nous arriver sur la Terre. On voit donc le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Alors, quand une étoile est proche, on peut utiliser la méthode de la parallaxe pour trouver sa distance. Alors, la parallaxe, c'est défini, c'est l'angle P qui est dans la figure qui est ici. Bon, premièrement, vous avez le Soleil qui est ici. Vous avez la Terre qui est en orbite autour du Soleil. La distance grand D, c'est la distance Terre-Soleil qui est connue, 8 minutes-lumière. Et là, vous avez une étoile. Ici, dans la figure qui est là, on veut vous montrer l'effet sur la parallaxe de la distance. Donc, ce que vous voyez, c'est par exemple une étoile, selon qu'elle est loin ou proche, qu'est-ce que ça fait pour la parallaxe? Donc, premièrement, la parallaxe, c'est quoi? C'est le plus grand angle que fait l'étoile avec une étoile lointaine dans le ciel au cours de l'année. Donc, la Terre fait le tour du Soleil et on compare toujours la position de notre étoile dans le ciel à la position d'une étoile lointaine qui, elle, ne change pas vraiment de position. Alors, on mesure l'angle et le plus grand angle qu'on réussit à mesurer pendant l'année, c'est lui, la parallaxe. Alors, par exemple, ici, quand l'étoile est ici, la parallaxe est comme ça ici. Donc, l'angle P, on voit qu'il est plus petit quand l'étoile est loin, ici. Étoile proche, plus grand angle. Étoile loin, plus petit angle. Vous voyez? Plus grand angle, étoile proche, plus petit angle, étoile lointaine. C'est ce qu'on vous dit en dessous. Plus une étoile elle est loin, plus l'angle P il est faible. Alors, il y a une relation inverse entre la valeur de la parallaxe et la valeur de la distance. Alors, c'est pour ça que Galilée n'a pas réussi à mesurer la parallaxe. Les étoiles sont toutes trop loin, la parallaxe est trop petite. La raison pour laquelle j'ai mis un autre angle P ici, c'est pour que vous voyez peut-être, si vous êtes féru des mathématiques, qu'il y a une relation entre l'angle, la valeur de D minuscule qui est la distance et la valeur de D majuscule qui est ici. En fait, l'angle P en radian, il serait égal à grand D sur petit d. Alors, si on remet ça dans les bonnes unités, c'est-à-dire on veut une distance en années-lumière et on veut une parallaxe qui n'est pas en radian parce que l'angle est très petit, donc les radians, c'est beaucoup trop grand comme angle. Alors, si on utilise une unité plus appropriée, les secondes d'arc, l'équation, c'est la suivante. D, la distance, égale 3,26 divisé par P. Donc oui, les secondes d'arc, tu te rappelles, encore une fois, auriculaire à bout de bras, c'est 1 degré d'angle. 1 degré divisé ça par 60, ça fait 1 minute d'angle. La minute divisée là par 60, ça fait 1 seconde. Donc finalement, 1 degré contient 3600 secondes d'arc. Donc 1 seconde d'arc, c'est 1 3600e de degré. C'est la largeur de votre auriculaire divisé par 3600. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, sa parallaxe, c'est même pas 1 seconde d'arc. Donc, c'est même pas la largeur de votre auriculaire divisé par 3600. Donc, c'est infime. Alors, l'équation nous dit aussi ce qu'on observe là, c'est-à-dire que si P est plus grand, P étant au dénominateur, ça vous fait un D plus petit.
Et à l'inverse, si P est plus petit, ça vous fait un D plus grand. Donc, une relation inverse entre la parallaxe et la distance. Utilisons-la l'équation. Vous n'aurez pas à la pitonner sur une calculatrice. Dans la page web, l'équation, elle est intégrée. Alors, l'exercice 1 vous dit déterminer la distance de l'étoile Vega, dont la parallaxe est de 0,130 secondes d'arc. Ça paraît faible comme valeur, mais c'est parmi les valeurs les plus grandes de parallaxe possibles parce que Vega, c'est une étoile relativement proche. Alors, vous reconnaissez l'équation D égale 3,26 divisé par quoi? Divisé par P. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est insérer la valeur de P ici. Donc, vous pouvez écrire soit 0,130 ou 0,130, ça va marcher. Et quand vous cliquez dans la case d'à côté, vous avez la distance qui est calculée, 25,1 années-lumière. Donc, voici la distance de l'étoile Vega. Une étoile relativement proche. Donc, vous voyez Vega, qui fait partie du triangle d'été. Quand vous la voyez telle qu'elle était il y a 25 ans. 25 ans à l'échelle stellaire, c'est vraiment pas long. C'est comme si c'était hier. Ce que je voudrais vous mentionner aussi, oui, c'est que il y a une limite donc à l'utilisation de cette méthode-là pour déterminer la distance. La limite, c'est le plus petit angle que notre télescope est capable de mesurer. Alors, il y a un satellite qui s'appelle Hipparcos, qui a été lancé en 1989 et qui a mesuré la parallaxe de plus de 2,5 millions d'étoiles, mais toutes des étoiles à moins de 1000 années-lumière de la Terre, étant donné sa précision. Une étoile qui serait plus grande, à une distance plus grande que ça, Hipparcos n'est pas capable de mesurer sa parallaxe. Comme Galilée, qui n'était pas capable de mesurer la parallaxe d'aucune étoile, étant donné le télescope qu'il y avait. En 2013, il y a un autre satellite qui a été lancé qui s'appelle Gaia, qui, lui, avait une précision 50 fois meilleure à celle d'Hipparcos, qui a donc réussi à mesurer la parallaxe à 1 milliard d'étoiles, je pense, 50 fois plus précis, donc des étoiles jusqu'à des distances de 50 000 années-lumière de la Terre. Pour vous donner une idée, la galaxie, la Voie lactée, elle a un diamètre de 100 000 années-lumière. Donc, Gaia était capable de mesurer la distance à des étoiles qui correspondaient à peu près à la moitié du diamètre de la Voie lactée, alors que Hipparcos, c'est 1/100e du diamètre de la Voie lactée. OK. Deuxième propriété. On reviendra sur la deuxième méthode de détermination de distance tantôt, la luminosité. Bon, avant de parler de luminosité, on va parler de ce qu'on a déjà rencontré, la magnitude. La magnitude d'une étoile, c'est une mesure de la quantité de lumière qu'on reçoit sur Terre, mesurée à travers un filtre. Donc, les astronomes qui mesurent les intensités des étoiles font passer la lumière à travers un filtre. Soit un filtre V, qui est de couleur jaune, qui laisse donc passer la lumière qui est dans le milieu du spectre visible par l'œil humain, ou à travers un filtre B, un filtre bleu, qui va surtout laisser passer la lumière bleue. On va mieux comprendre pourquoi c'est utile de mesurer les deux intensités au cours numéro 7, quand on va s'intéresser à la couleur d'une étoile. Ça va être utile de comparer la magnitude à travers les deux filtres. Pour l'instant, on va juste s'occuper du filtre V. Ce qu'on sait de la magnitude, c'est une vieille échelle inventée par des Grecs, est à l'envers. C'est-à-dire que plus la magnitude elle est faible, plus l'étoile est brillante. Alors, on a des exemples ici. On a une région du ciel qui est assez célèbre, donc la constellation d'Orion, avec l'étoile la plus brillante dans le ciel après le Soleil, Sirius. Une autre étoile brillante ici qui est Procyon. Puis là, on vous dit, Sirius, sa magnitude V, c'est moins 1,46. C'est la plus brillante de toutes. Puis ensuite, vous avez Rigel à 0,12. Vous avez Procyon à 0,38. Bételgeuse à 0,50. Il faut faire attention. Bételgeuse est une étoile variable, donc sa magnitude change, surtout dernièrement. Et une autre étoile beaucoup moins brillante, on voit que les points sont plus petits. Dans la ceinture d'Orion ici, vous avez Mintaka qui est à 2,40. Donc, les étoiles qui sont mentionnées là sont mentionnées en ordre croissant de magnitude et ça donne que c'est en ordre, ça donne pas, on peut remarquer que c'est en ordre décroissant d'intensité. Sirius, la plus intense, a la magnitude la plus petite, moins 1,46. Donc ça, c'est ce qu'on reçoit sur la Terre.
Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la luminosité de l'étoile. Est-ce que vraiment, Sirius, il y a plus de lumière qui en sort que Rigel, admettons? Bien, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça va dépendre, vous l'aurez deviné, de la distance. Donc, la luminosité qu'on cherche, quantité réelle de lumière émise par l'étoile, l'unité de mesure, ça va être simple, ça va être la luminosité du Soleil. Donc, on va comparer la luminosité de l'étoile à celle du Soleil. L'analogie qui est toujours faite quand on parle de luminosité d'une étoile, c'est celle de l'ampoule électrique. Donc, vous avez des ampoules électriques de 60 watts, de 100 watts, par exemple. Ça, c'est l'équivalent de la luminosité. Est-ce qu'une ampoule de 100 watts est nécessairement plus brillante qu'une ampoule de 60? Non. Ça dépend de la distance à laquelle elle se trouve. Si vous avez une ampoule de 60 watts directement à côté de vous, puis une ampoule de 100 watts qui est à une dizaine de mètres, c'est très possible que l'ampoule de 60 watts soit plus brillante. Donc, il y a une relation entre la distance, la magnitude et la luminosité. Si vous connaissez deux des trois variables, vous pouvez déterminer l'autre. Alors, la première équation, qui fait peur un peu, elle va vous permettre de trouver la luminosité si vous connaissez la distance et la magnitude. Donc, par exemple, vous pourriez connaître la distance par parallaxe. La magnitude, ça, c'est la plus facile des trois variables à déterminer, c'est la magnitude, si vous avez l'équipement pour le faire. Vous mesurez tout simplement. Donc, si vous connaissez les deux variables, vous trouvez la luminosité. Alors, faisons-le pour Vega, exercice 2. La magnitude de Vega, c'est 0,03 et sa distance, on l'a déterminée dans l'exercice 1, c'est 25,1 années-lumière. Donc, ici, on reconnaît, c'est l'équation qui est là. La constante, la variable au carré, c'est D. Donc, ici, on va inscrire la distance de Vega, 25,1. Et ensuite, on a dans l'exposant qui est ici, V, qui va être dans la case qui va là. V pour Vega, c'est 0,03. Si on clique, ça nous donne 49,892 fois la luminosité du Soleil. Donc, Vega est à peu près 50 fois plus lumineuse que le Soleil. Donc, c'est très lumineux, Vega, mais on va voir qu'il y a des étoiles pas mal plus lumineuses que ça encore. Donc, Vega est brillante pour deux raisons, finalement. Vega est brillante. 0,03, c'est quand même brillant. Brillante parce qu'elle est relativement proche. 25 années-lumière, c'est assez proche. Et parce que sa luminosité est quand même importante, 50 fois celle du Soleil. Ben, à l'inverse, si on connaît la luminosité et qu'on connaît la magnitude d'une étoile, on peut trouver la distance. Autrement dit, si vous aviez une étoile qui est au-delà de 1000 années-lumière, admettons que vous n'avez pas Gaïa encore, là. Donc au-delà de 1000 années-lumière, Hipparcos ne peut pas vous aider. Donc, vous ne pouvez pas connaître sa distance par parallaxe. Bien, si vous êtes capable de trouver sa luminosité et que vous mesurez la magnitude, bien là, vous êtes capable de déterminer la distance à l'aide de la même équation qui est là, mais dans laquelle on isole D pour la distance. Donc, le carré qui est là fait qu'on a besoin de prendre une racine, peu importe les maths. Donc, la luminosité doit être insérée dans l'équation ainsi que la magnitude. Alors, vous avez la même équation. Bon, l'équation qui est ici elle se trouve être là. Donc, ce qui est dans la première case, c'est ce qui est au numérateur ici. Donc, c'est la luminosité qui va là. Alors, la luminosité de l'étoile dont on parle ici, c'est Deneb. Okay? Deneb, c'est aussi dans le triangle d'été avec Vega. Ben, la luminosité de Deneb, ce n'est pas une erreur. On sait qu'elle est de 196 000 fois la luminosité du Soleil. Alors, oui, ça existe. Il y a des étoiles qui sont 200 000 fois plus lumineuses que le Soleil. Et sa magnitude à Deneb, c'est 1,25. Alors, quand on se dit, ah, Deneb et Vega sont dans le triangle d'été, donc vous sortez l'été, le Soleil se couche, s'il n'y a pas de planète dans le ciel, les trois premiers points qui apparaissent, c'est les trois étoiles du triangle d'été, Vega, Deneb, Altaïr. Et quand vous regardez ça vite, Deneb et Vega ont pas mal la même intensité. Oui, Vega est un peu plus brillante à 0,03, mais c'est quand même comparable. Or, vous avez une étoile qui a une luminosité de 196 000 fois celle du Soleil, Deneb, puis l'autre qui est à 50 fois celle du Soleil.
Alors, on s'attend à ce que Deneb soit vraiment plus loin que Vega. Pour qu'elle apparaisse moins brillante en étant beaucoup plus lumineuse, elle est probablement très loin. Alors, l'équation va nous permettre de le déduire. Donc, on inscrit la luminosité, 196 000. On inscrit ici la magnitude, 1,25. On clique et ça nous donne 2759 années-lumière. Donc, Deneb est plus de 100 fois plus loin de la Terre que Vega. Vega est à 25, Deneb est à 2759. Fait que ça confirme ce qu'on disait. Deneb apparaît à peu près, est moins brillante que Vega parce qu'elle est beaucoup plus loin. En passant dans l'équation qui est ici, le 1/2, si vous vous demandez d'où il vient, c'est que quand on a un exposant 1/2, c'est l'équivalent d'avoir une racine. Alors, cette équation-là, vous aurez à l'utiliser possiblement dans le quiz. Bon, si je descends plus bas, ou si vous regardez, en fait, c'est ce que je vais faire, on va aller voir dans le cahier. Donc, dans le cahier, à la page 31, vous avez un tableau avec des données concernant les étoiles les plus proches de la Terre. Donc, ça commence avec le Soleil. Vous avez ensuite Proxima du Centaure. Donc, les étoiles sont présentées en ordre de croissant de distance. Ce qui est donné, ce n'est pas la distance directement. C'est ce qui nous permet de la déterminer. Donc, la parallaxe en seconde d'arc. Pour le Soleil, il n'y en a pas. Okay. Le Soleil, on s'en sert pour évaluer la distance aux autres étoiles. On ne peut pas trouver sa parallaxe. Alors, vous voyez que les parallaxes sont en ordre décroissant. Vous avez Proxima du Centaure qui est à 0,762. Donc, ce que je vous disais tantôt, même pas une seconde d'arc de parallaxe. Alors, si la parallaxe est en ordre décroissant, on s'attend à ce que la distance soit en ordre croissant. Vous avez aussi la magnitude à travers le filtre V et la magnitude à travers le filtre B. À travers le filtre B, on ne s'en servira pas aujourd'hui. Il manque des données pour l'étoile de Barnard et taux de la baleine. La raison, c'est que je veux qu'on aille consulter les données récoltées par Hipparcos. Je veux qu'on fasse un petit peu comme les vrais astronomes font, simuler un petit peu ce que fait un vrai astronome pour aller chercher des données. Alors, on va le faire pour l'étoile de Barnard. Avant ça, je vais quand même aller vous montrer qu'est-ce qu'on va faire sur la page avec ça. Alors, sur la page, je suis pas à la bonne place. OK. Je vais recharger la page. Il y a un fichier Excel derrière ça ici. C'est la même liste, OK? Alors, ici, si vous insérez la valeur de la parallaxe pour Proxima du Centaure, vous écrivez 0,772. C'est important de mettre un point parce que c'est un Excel en anglais qui est derrière ça. Alors, si vous mettez une virgule, vous ne saurez pas quoi faire avec. Si vous faites ça, faites Enter. Il y a un calcul de la distance qui se fait automatiquement. Donc, 4,3 années-lumière, comme on avait dit tantôt. C'est le même calcul qu'on a fait avec Vega. Donc, 3,26 divisé par 0,762 fait 4,3 années-lumière. Si on refait la même chose avec Alpha du Centaure A, 0,755. 0,755, Enter. 4,3 aussi, vu qu'il n'y a pas une grosse différence. Alpha du Centaure B, 0,745. 0,745. 4,4. Donc, vous voyez, à mesure que vous augmentez la valeur de la parallaxe, diminuez la valeur de la parallaxe, désolé, la distance va augmenter. Autre chose qu'on peut faire, c'est insérer la valeur de la magnitude. Donc, Proxima du Centaure, dans le tableau, on voit que c'est 11,09. Si on fait Enter, la luminosité se calcule à partir de l'équation qu'on vient d'utiliser pour trouver, à partir de l'équation qu'on a utilisée pour trouver la luminosité de Vega. Donc, il faut faire attention, là. Il ne faut pas penser que Proxima du Centaure est 5,46 fois plus lumineuse que le Soleil, parce qu'il y a un E-0,5 ici. Ce que ça veut dire, c'est la notation scientifique, ça veut dire 5,46 fois 10 exposant moins 5. Autrement dit,
0,0000, donc 5 zéros, 546. Donc, on parle d'une étoile qui est beaucoup moins lumineuse que le Soleil. C'est une fraction de la luminosité du Soleil. En fait, Proxima du Centaure, c'est une naine rouge, une étoile très peu lumineuse. Juste pour s'assurer que notre calcul se fait comme il faut, on peut insérer ici la magnitude du Soleil dans le filtre visuel, donc moins 26,73 si on fait Enter, ça donne 1. Ça confirme que le Soleil a une luminosité égale à la luminosité du Soleil. On est content. Donc, je vais vous laisser insérer les autres valeurs et répondre aux questions 1 et 2. Sinon, ben, je voudrais regarder avec vous comment on va chercher des données à l'aide de l'appli Hipparcos. Donc, j'ai remonté un petit peu. Puis là, je clique sur Hipparcos. Et dans la page qui va apparaître, il y a un lien en dessous de Show Sky. Je clique sur App. Il y a un fichier Java qui va se télécharger. Vous pouvez l'ouvrir. Je vais vous montrer ça. Alors, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Il est écrit Show Sky. Cliquez là-dessus. Il y a une autre fenêtre qui s'ouvre. Alors voilà. Et dans cette fenêtre-là, on va être capable de faire afficher des images prises par Hipparcos. Pour ça, il faut indiquer les coordonnées du champ qui contient l'étoile de Barnard. Alors, les coordonnées, c'est un peu comme les coordonnées d'une ville sur la Terre. On a longitude, latitude. Ben, sur la sphère céleste, vous avez aussi l'équivalent de la longitude et de la latitude. L'équivalent de la longitude, on l'appelle RA. Je ne vous dirai même pas c'est quoi, ça ne vaut pas la peine. 269,5, il faut mettre un point, c'est en anglais. Et en ce qui concerne l'équivalent de la latitude, qu'on appelle DEC, 4,7. Si je fais View, il va y apparaître un champ avec plein d'étoiles. Puis ça, c'est à ça que ça ressemble une image qui apparaît sur l'écran d'ordinateur d'un astronome qui observe un télescope comme mégantique, par exemple. C'est ça qu'il faut. Étant donné qu'il prend des images à travers des filtres, les images qu'il obtient, elles sont en noir et blanc. Si on veut faire de l'imagerie, si on veut faire des belles images, comme le télescope spatial Hubble, par exemple, ou même mégantique, qui font un calendrier avec des belles images, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des images à travers différents filtres et ils les combinent ensuite. Mais sinon, ça ressemble à ça. Les points qui sont plus gros sont des étoiles qui ont des magnitudes plus petites, donc qui sont plus intenses. L'étoile de Barnard est à quelque part là-dessus. Ça donne que c'est l'étoile en rouge. Je ne me rappelle pas pourquoi elle est en rouge ici. On va en profiter, facile à trouver. En fait, les coordonnées qui sont là, qui changent quand je bouge mon curseur, ben, c'est les bonnes quand j'arrive sur le point rouge. C'est celle de l'étoile de Barnard. Donc, si je clique dessus et que je fais Get Info, j'ai des informations récoltées par Hipparcos qui s'affichent. Celle qui m'intéresse, ligne 5, H5, la magnitude, V, 9,54. Et ligne 11, la parallaxe, 549. Alors, vous doutez que ce n'est pas la bonne valeur de parallaxe, en tout cas, qu'elle n'est pas en seconde d'arc, parce que tantôt, je vous disais que Proxima, c'est celle qui a la plus grande parallaxe, à 0,762. La raison, c'est que les unités ici sont des millisecondes d'arc, MAS. Donc, il faut diviser ça par 1000 pour avoir la valeur, ce qui va donner 0,549. Donc, si je vais insérer 0,549 ici, quand je fais Enter, la distance de l'étoile de Barnard se calcule automatiquement. Je vais vous fournir les données pour taux de la baleine. Vous pourriez quand même aller voir si vous êtes capable de la repérer, là, mais je vais vous faire sauver un peu de temps. La parallaxe, c'est 0,274. Puis la magnitude, c'est 3,49. Je dis virgule, mais j'écris point, là. Parce qu'en français, on dit virgule, mais on écrit point parce que c'est un excellent anglais.
que je pourrais vous mentionner, ouais, ben, je vais revenir au tableau version cahier. OK. Donc ici, ce qu'on peut remarquer, il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer, là. Tout d'abord, ben, les magnitudes. Les magnitudes, on peut voir qu'elles sont particulièrement élevées. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une étoile qui a une magnitude supérieure à 6, elle n'est pas visible à l'œil nu. Donc, c'est quand même surprenant de voir que parmi les étoiles les plus proches de la Terre, qu'il y en a plusieurs qui ne soient pas visibles à l'œil nu. En fait, celles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, probablement que vous n'avez jamais entendu leur nom. C'est Wolf 359. C'est une étoile très peu connue. Vous voyez sa magnitude, 13,44, très peu brillant. En fait, Wolf 359, ce n'est pas un vrai nom d'étoile, c'est un nom de catalogue. C'est un monsieur qui s'appelle Wolf qui a répertorié des étoiles. C'est le 359e objet, tout simplement. Alors, plusieurs étoiles qui sont très peu brillantes. En fait, ce que ça veut dire, vu que c'est des étoiles proches, c'est que c'est des étoiles qui sont très peu lumineuses. Donc, quand vous allez entrer les valeurs dans le fichier Excel, vous allez regarder les luminosités et vous allez voir que la majorité des étoiles sont moins lumineuses que le Soleil. Leur luminosité va être inférieure à 1. En fait, vous allez voir qu'il y a 3 étoiles qui sont plus lumineuses que le Soleil dans la liste. Sirius A, Procyon A et Alpha du Centaure A. Sirius A, c'est de loin la plus lumineuse, à 24 fois la luminosité du Soleil. Là, je suis en train de répondre aux questions 1 et 2. Là. Vous pourrez le vérifier, mais je vous ai quand même donné les réponses. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est les A et les B. Là. Les A et les B, qu'est-ce que c'est? Ben, j'imagine que vous avez la bonne hypothèse. Ce sont des étoiles binaires. Donc, alpha du Centaure A et B, c'est que c'est une étoile qui a 2 parties. C'est 2 étoiles qui tournent une autour de l'autre. Typiquement, ce qu'on a, c'est souvent une étoile assez lumineuse et une étoile pas mal plus petite. Comme par exemple, Sirius A, c'est une étoile très lumineuse. Je l'ai dit tantôt, 24 fois la luminosité du Soleil, autour de laquelle il y a une naine blanche qui tourne, qui est un cadavre d'étoile, beaucoup moins lumineux. Alors, les étoiles binaires, on peut donc réaliser qu'elles sont quand même assez communes parce que ce qui est important de réaliser, on va en reparler la semaine prochaine, c'est que vu que ça, ce sont des étoiles, on a pris un morceau de Voie lactée. Hein. On a pris les étoiles les plus proches de la Terre ou du Soleil. Donc, c'est un échantillon de Voie lactée qu'on a pris. Alors, ça serait logique de penser que si on se déplace ailleurs dans la Voie lactée, que la même proportion d'étoiles va exister. Donc, que ça, ce soit représentatif. Donc, si on trouve quand même pas mal d'étoiles binaires près de nous, probablement qu'il y en a aussi pas mal ailleurs dans la Voie lactée. Donc, les étoiles binaires semblent être assez communes. Et c'est le cas. Quand vous regardez le ciel, vous avez souvent l'impression qu'il y a un seul point lumineux, comme Sirius A, Sirius B. Vous voyez un seul point, mais en réalité, il y en a 2. Approximativement, là, quand vous regardez le ciel, il y a un point lumineux sur 2 qui est en réalité un système qui contient 2 étoiles ou plus. Donc, c'est très commun. Autre chose qu'on pourrait... Ah oui, je voulais vous parler. 61 Cygni, là, ça, c'est la première étoile pour laquelle on était capable de mesurer la parallaxe. Donc, Bessel, c'est 61 Cygni qui a observé et qui était capable de mesurer la parallaxe. On parle de 0,287. Donc, Bessel a quand même réussi à mesurer une parallaxe quand même assez faible. C'est-à-dire que s'il avait observé à la place Proxima du Centaure, en fait, ce n'était pas dans son hémisphère pour observer, il aurait eu plus de facilité à le voir. Ça aurait été presque 2 fois et demi plus facile à voir. La parallaxe est 2 fois et demi plus grande pour Proxima que pour 61 Cygni A. OK. Alors, ça fait pas mal le tour de la première partie